je vais vous présenter mon travail en général pour pouvoir présenter le travail qui a été choisi, exposé et produit par et pour le masque, pour cette exposition de la peinture dans l'environnement numérique. Voilà, donc je peux déjà présenter mon travail par le fait qu'il s'organise par des protocoles. C'est-à-dire que tout mon travail, depuis une certaine date, se déploie à partir de protocoles que je mets, que je définis et que je décide pour toujours, entre guillemets. C'est-à-dire que j'avais une pratique avant cette date qui était, disons, libre, comme tout le monde, qui essayait, qui employait différents médiums. Et à partir d'une certaine date, j'ai tiré un trait sur mon travail, que je ne montre plus, donc le travail passé, et j'ai procédé par l'élaboration de protocoles. Alors qu'est-ce que c'est qu'un protocole? C'est une règle du jeu, c'est une sorte de règle à laquelle je me tiens pour déployer des formes. Alors, par exemple, donc ça c'est un protocole qui s'appelle Nicolas Carré. Nicolas Carré, du nom d'une personne qui existe, et qui, grâce ou à cause d'un article erroné, grâce à cet article, j'ai pu procéder à une sorte d'usurpation d'identité, c'est-à-dire développer dans la presse, je pense qu'on peut l'ouvrir, voilà, voilà l'article en question, c'est un exemple. Donc oui, il ressemble étrangement, donc c'est... alors c'est pas celui-là, non, excusez-moi. Mais c'est un très bon exemple, mais l'article initial, le voilà. Nicolas Carré, professeur de technologie à Noisy-le-Sec, cette opération les a fait réfléchir. Qui est-ce? C'est le témoin du jour. Et là, vous voyez mon visage. Donc je n'ai pas voulu ça, ça n'est pas fait exprès. C'est une erreur d'iconographe du Parisien qui a mis mon image à la place de ce fameux Nicolas Carré, qui a visiblement beaucoup de qualité et qui est professeur de technologie. À partir de là, je me saisis de ce micro-événement, pour continuer à prolonger cette existence dans la presse, uniquement dans la presse papier, avec différentes expériences, comme celle que je venais de vous montrer, où là c'est une photographe qui sait qu'elle va participer à cette expérience. Le journal lui-même participe à cette expérience. Et me voilà à nouveau dans la presse. Nicolas Carré, professeur de technologie, se réjouit du niveau. Et là, tout ce qui est dit, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. La photo n'est pas de moi. La publication, évidemment, le journal ne m'appartient pas. Donc c'est un exemple, un bon exemple pour commencer. Il suffirait de lire le protocole, et là je vais le chercher et le trouver. Donc le protocole, d'abord il y a toujours une date sur chaque protocole, c'est depuis 2004. Donc cet événement est arrivé en 2004, et depuis 2004, toutes les expériences se succèdent. Le protocole, c'est devenir Nicolas Carré, ça c'est l'objectif. Et il y a deux actions, c'est prendre le nom de Nicolas Carré, se présenter comme le témoin du jour. C'est assez succinct, comme vous le voyez, et c'est ça qui suffit à faire des expériences successives. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Celle-là. Ça, c'est dans Flush Magazine, un magazine spécialisé dans les toilettes, où j'ai commandé une photo à une photographe, à une auteure photographe. J'ai commandé, là le texte, c'est quelqu'un qui l'a écrit, et ça parle en plus d'un autre artiste qui s'appelle Alberto Sorbelli. Nicolas Carré témoigne. Une page de VSD, enfin, un article complet avec une photographie dans VSD, avec une vie familiale. Et puis, voilà, un autre, là c'est juste une image, Nicolas Carré, témoin du jour, avec à chaque fois une esthétique différente, un projet différent,
et aussi, depuis quelques années, l'appel à des auteurs qui font le texte lui-même. Donc en fait, là, il y a une délégation à des personnalités qui sont des auteurs, clairement identifiés. Normalement, ils doivent être cités, là, la presse. Je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle, mais c'est toujours plein de surprises. Et il n'y a pas, le nom des auteurs ne figure pas toujours, alors j'insiste pour qu'ils y soient. Donc là, il s'agit de, au début, il s'agit de piratage, et ensuite, maintenant, il s'agit d'accords de coopération avec les journaux en question. Donc voilà, donc là, c'est juste pour mettre le doigt sur quelque chose qui est important dans mon travail, hein, c'est la délégation, la sous-traitance, la coopération, la coproduction et aussi l'emprunt. Donc c'est le fait de ne pas travailler tout seul, mais de s'appuyer par exemple sur les savoir-faire des autres. Là en l'occurrence, la photographie, le portrait de photographes professionnels et des écrivains professionnels ou des journalistes. Et celui qui met en page la photo et le texte, parce que ça c'est ni moi, ni le photographe, ni l'auteur ne maîtrisons la mise en page, voilà, le fait que ça soit contingent avec d'autres titres, d'autres personnalités. Donc ça, on ne le maîtrise pas, et ça fait néanmoins une sorte d'environnement pour cette apparition. Il y a une motivation pour aller voir des supports, des journaux, pour dire il y a une expo, etc., pour promouvoir quelque chose. Ceci dit, ça leur rapporte presque rien. Les encarts publicitaires coûtent très cher dans les journaux. C'est pour ça que ce que vous voyez là, ça, je ne pourrais jamais le négocier avec VSD. C'est une pleine page avec deux pages d'articles en plus. Ça, c'est parce que le VSD ne sait pas que c'était tourné pour un projet artistique. Eux, ils ont l'article qu'ils veulent, hein, ils sont pas, comment dire, on leur vole rien du tout, mais simplement il y a un double intérêt. Le photographe qui est venu chez moi pour faire ça ne sait pas que je ne m'appelle pas Nicolas Carré, donc j'ai mis Nicolas Carré sur ma porte, etc. Parce qu'il faut un petit peu aménager les choses. Et le vrai Nicolas Carré, qu'est-ce qu'il dit? Il y en a un vrai? Ah ben bien sûr qu'il existe, puisqu'il est professeur de technologie à Logitech. Il est complice avec vous, enfin, complice. Non, il n'est pas du tout complice, je ne cherche surtout pas à le savoir, à le connaître. Alors, une anecdote très troublante, qui me fait douter un peu de la rationalité, c'est qu'un jour, j'étais dans une réunion familiale à la campagne, et il y a une ou deux photos qui ont été prises de moi, et je suis avec un chapeau de paille et une chemise blanche. Bon, rien de très extraordinaire. Je rentre chez moi le soir, le dimanche soir, et je me dis, tiens, c'était le jour où je me suis dit, tiens, je vais aller voir un peu qui est ce Nicolas Carré. Et par les réseaux sociaux débutants à l'époque, etc., je tâtonne et je tombe sur une image de lui, chemise blanche, chapeau de paille. Donc c'est assez fou. La définition est très mauvaise, donc je me suis dit que je n'allais pas l'exploiter, mais c'était très troublant. Plus sérieux, mais c'est vrai. Hein. Ceci dit, non, l'intérêt c'est qu'il reste tranquille. C'est l'histoire d'une pas d'une spoliation, mais d'une usurpation d'identité, mais sans que ça ne l'embête, parce qu'il peut y avoir plein de Nicolas Carré en France, sans que ce soit celui-là particulièrement. Bien sûr, il existe. De temps en temps, je vais voir un petit peu, donc j'ai compris qu'il était muté. Enfin, je peux le suivre de loin comme ça, mais surtout, je ne m'embête pas. Peut-être qu'il a vu qu'il y avait un homonyme qui... Voilà. Donc voilà, la signature partagée est un enjeu important dans mon travail. Et si on s'appesantit un peu, si je m'appesantis d'abord parce qu'on a des images, et ensuite parce qu'il y a là des mises en forme manifestes de cette signature partagée. En fait, moi, c'est mon travail, mon MOM, d'accord, il y a quelque chose de l'ordre de la signature, mais je montre bien qu'en même temps, ce n'est pas moi qui fais la photo, c'est pas moi qui écris le texte, c'est pas moi qui publie. Donc il y a quelque chose, il y a un phénomène
de distance par rapport à ce que moi j'appelle la figure romantique de l'artiste. C'est-à-dire solitaire, visionnaire, il voit plus loin que tous les autres, il voit plus loin dans le temps, etc. Il est génial et il est original. Ça, c'est les grandes qualités qu'on prête à l'artiste en général, en oubliant qu'en fait c'est une figure construite du 19e, c'est-à-dire une figure romantique. Il y a d'autres époques où l'artiste n'était pas du tout perçu comme ça, enfin du tout. En fait, c'était quelqu'un dans la cité qui travaillait avec les autres. Alors, définition de mon travail par protocole. Le premier travail, le premier engagement de cette forme-là s'appelle épidémie. Et je vais vous lire le protocole, parce que ça y est, je l'ai. Épidémie. Perdre son amour-propre, c'est le titre et l'objectif. Premièrement, se rendre dans des commissariats de police. Deuxièmement, déclarer la perte de son amour-propre. Un tableau de la taille du procès-verbal, 21-29-7. Improviser des réponses au fil des questions de l'agent de police. Ça a été initié en 1998 et exposé dans la même année dans une exposition dans un centre d'art qui s'appelait État de rien. Enfin, exposition, ça s'intitulait comme ça. Ça donne ceci, des récépissés de déclaration de perte, tout à fait officiels, et donc, on peut lire, voilà, le 18, le 29 avril, patati patata, il y a le nom du gardien de la paix, et puis ensuite la victime lui-même, Paris, rue, je ne sais plus quoi, une peinture à l'huile représentant un ventre, daté de 1931, signé Absalon, en 1991, signé Absalon, qui est un artiste qui est connu. Alors à chaque fois, c'est des artistes connus. Titre, l'amour-propre. À chaque fois, l'œuvre s'appelle Amour-propre, et c'est des auteurs qui peuvent être du 19e, du 20e, différemment. Et elles ont toutes une relation en fait entre le fait d'avoir quelque chose de clos. Dans le titre, il y a une allusion à cette clôture et au nom de la rue. Donc il y a juste 3 petites attaches. Et à partir de ce moment-là, un récit peut débuter. Ça peut être extrêmement pauvre, comme là, et des fois, les questions se font insistantes de l'agent de police. Et à ce moment-là, il y a la production d'une sorte de récit par délégation aussi, parce que c'est pas moi qui pose les questions. Je réponds comme je peux, et se déploie comme ça un micro-récit. Avec aussi des vues de l'esprit propre à la police, qui fait que je peux déclarer quelque chose et qu'il soit écrit autre chose. Par exemple, un des procès-verbaux invente une bande de jeunes, dont je n'ai jamais parlé. Voilà, bon, je ne vais pas insister, mais c'est pour vous dire voilà, que c'était un peu le moment inaugural où il y a déjà donc, un protocole, l'élaboration d'un protocole, et ensuite une délégation, une coproduction entre l'agent de police et moi. Un projet qui s'appelle Missing, dont est issu les peintures que vous verrez quand on ira voir l'exposition dans les combles. Ce projet part d'une image, celle-ci, qui est une image, une photographie de classe de moi à l'âge de 3 ans, en 1969. Cette image, donc, voilà, qui est mise en noir et blanc comme vous le voyez, et qui est l'image inaugurale d'un projet, Missing, qui s'enclenche avec la fiction de ma disparition. Là, je dis que j'ai disparu à cet âge-là, et la première étape est une sérigraphie grand format de cette image, avec marqué date de naissance, date de disparition, 1969. Ce travail se déploie parce que j'avais vu et remarqué dans les commissariats de police et surtout
les postes et les gares à l'époque, il y avait des tableaux, des planches de portraits d'enfants disparus. Et une partie, donc j'ai regardé une fois en attendant, je ne sais pas où, attentivement ces images et j'ai remarqué qu'en fait, un bon nombre d'entre elles n'étaient pas des vraies photos, elles étaient manifestement trafiquées. Et donc, j'ai compris qu'il y avait un vieillissement progressif des enfants disparus pour pouvoir actualiser leur apparence. Et j'ai contacté à ce moment-là la gendarmerie, c'est-à-dire le service scientifique de la gendarmerie nationale, pour expérimenter une telle opération à partir de mon visage. C'est l'armée, donc ça a été un peu long, mais ils ont accepté non pas de travailler pour moi en direct, parce que Nicolas Sarkozy, à l'époque, était ministre de la police, et ils m'ont dit, voilà, depuis qu'il y a Nicolas Sarkozy, on a beaucoup d'argent, on n'a plus besoin de travailler avec les civils pour avoir une reconnaissance. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est un transfert de technologie. Ils m'ont dit quel protocole, et là c'est un protocole un peu technique, pour obtenir ces images. Donc ils m'ont donné. Et à ce moment-là, à chaque image, je m'adresse à d'autres personnes. Et là, voilà comment on passe de la première image à la seconde, par un vieillissement de l'âge de 3 ans à l'âge de 10 ans. J'aimerais bien réduire un peu cette image. Bon, on fera une succession. Voilà, donc là, c'est à partir d'études très précises de l'évolution du crâne et du visage humain blanc, c'est-à-dire, ils disent pas blanc, mais ils disent caucasien, merci. Et aussi à partir de photos des parents du même âge. Et donc il faut un travail technique et un travail aussi d'infographie, c'est-à-dire de lissage, de comment produire du photographique à partir de morceaux épars de visage. Donc on obtient un enfant qui a un petit coupe années 40. Mais bon. Ça c'est 10 ans, voilà 20 ans. Voilà, 37 ans. Et voilà, je sais plus, 50 ans, je crois. 55 ans. En pleine forme. Et là, à chaque fois, ce sont des gens qui travaillent pour moi, et je les cite. Alors, quand j'expose toutes les photos, j'ai tous les noms de ceux qui sont intervenus pour obtenir une telle image. Puis un jour, j'ai compris que si on pouvait vieillir, en fait, on peut rajeunir. Donc, j'ai fait une exposition avec un rajeunissement à l'âge de 2 ans et demi. Et au lieu d'utiliser les photos de mes parents, j'ai utilisé les photos de mon fils. Et puis, pour une autre exposition et une autre expérience, j'ai produit la dernière de la série, qui est un rajeunissement à l'âge de 2 ans. Cette image-là a été faite pour à la fois clore, entre guillemets, ce premier geste, et ouvrir une nouvelle aventure, un nouveau projet, qui s'appelle Missing Collection. Missing Collection, si on l'anglicise, la collection Missing, et qui part de cette image-là pour avoir un déploiement pictural, un déploiement en peinture. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc voilà qu'on voit encore tout le processus de délégation, de coopération avec des professionnels de l'image, des professionnels du vieillissement ou du rajeunissement. Et voilà comment ça se passe. Il y a une autre couche, c'est que j'ai fait appel pour une exposition à des morphopsychologues qui ont analysé le haut du crâne, le haut du visage, le bas du visage, le milieu du visage, et qui ont proposé une synthèse pour dire qui est cette personne. Donc il y a un morphopsychologue différent pour chaque visage.
leurs conclusions sont un peu inquiétantes. Et cette morphopsychologue avait beaucoup à dire. C'est un peu... Il faut pas avoir un peu de distance. Voilà, donc il y a cet enjeu très important de la délégation pour synthétiser tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, il y a une autre dimension, c'est la dimension biographique. Alors vous l'avez vu, il y a ce projet-là est biographique, a un lien avec le biographique. Le projet de Nicolas Carré a aussi un lien avec le biographique, puisque finalement ça raconte ma vie, même si elle est fictive, même si elle est par emprunt, etc. Je ne sais plus ce que je fais là. Et on peut voir ce qu'il y aura. Je crois que là, il n'y a aucune image de visible. Ah si. Peut-être juste attendre en fait. Oui. Peut-être juste que ça mûrisse un peu. Alors on va en lire une. Biographie. Édouard brûle d'envie de ramasser du bois. Voilà. Donc, c'est un projet qui a commencé en 2000, donc il y a 21 ans. C'était à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas. Et comme le projet Missing que vous venez de voir d'ailleurs, maintenant il y a des applications qui en 2 secondes vous vieillissent, vous transforment en homme si vous êtes une femme, inversement. C'est une application qui s'appelle, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui s'appelle FaceApp. Et mon travail est dépassé par ça. C'est pas grave, je suis très content. Mais, et là, c'est pareil, c'est un travail qui s'est initié à un moment donné où les réseaux sociaux n'existaient absolument pas. C'est-à-dire le fait de s'exposer, d'exposer sa vie et d'être en interaction avec d'autres personnes, hein, ça n'avait pas cours. Et donc en 2000, j'ai proposé comme œuvre un site internet sur lequel vous pouvez commander ma vie. Tout le monde peut commander ma vie, dire Édouard fait ceci, Édouard fait cela. Alors, il y a des commandes très prosaïques, très concrètes. Édouard Boyer va à tel endroit de Paris manger telle chose, boire une bière à telle heure, etc. Il y en a d'autres qui sont plus ouvertes, comme ramasser du bois, ce qui me permet d'avoir une grande marge d'interprétation. Et donc je réponds uniquement par une photographie. Alors, je ne vais pas vous le montrer parce qu'on n'a pas de connexion. On peut en voir d'autres. Ça c'est Édouard reçoit son animal, choisit son animal, sa tête, sa force. Voilà, donc c'est un lion. Et donc c'est le frottement entre une succession de commandes à laquelle je me soumets et une vie réelle. C'est-à-dire que ça suit mon déplacement dans l'espace, ça suit le développement de la famille, ça suit mes déménagements, ça suit plein de choses, mon travail. Monsieur aime les peaux, les cuirs et ses fourrures. Voilà, donc une photographie qui témoigne de mon amour des peaux et des fourrures. Voilà, donc encore un exemple, mais il y en a d'autres, de l'importance du biographique dans mon travail. Et puis enfin, une dimension importante qui est la collection. La collection ou la base de la banque d'images ou la base de données, c'est-à-dire un déploiement qui produit là, par exemple, une très grande série photographique. Ça peut être une série de dessins, ça peut être une série d'actions dans la presse, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et qui forment petit à petit des formes de collection. Voilà, merci d'être monté jusqu'ici. C'est pas facile. Donc il y a les derniers qui arrivent. Donc voilà, donc là tout à l'heure vous avez vu une image que j'ai fait, c'est le dernier rajeunissement à l'âge de 2 ans et demi. Et je vais vous raconter un peu le contexte. J'étais invité par un centre d'art. Les centres d'art ont cette grande qualité qui peuvent vous inviter en disant bah, carte blanche, propose-nous un projet. Donc le projet, ça a été le rajeunissement. Et à partir de ce rajeunissement, un programme
de commande de peinture à l'huile. À partir de ce portrait, je leur ai demandé quel budget ils me croyaient et j'ai proposé que tout ce budget soit consacré à la commande de peinture à une entreprise chinoise qui fait ce type de peinture. Parce que moi, je ne suis pas peintre. J'ai fait de la peinture quand j'étais étudiant en école d'art, mais ce n'était pas mon médium, je n'ai pas de production picturale. Et donc, pourquoi ça ne m'interdirait pas d'être peintre, hein. Donc voilà, l'idée c'est de commander à des professionnels, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je m'appuie sur des savoir-faire et des professionnels, donc sur leur savoir-faire. J'ai commandé une première série de 4 pour voir ce que ça donnait. J'étais très content, donc j'en ai commandé ensuite toute la suite. Et c'est pour ça qu'il y a des différences entre les couleurs, parce que, je sais pas, un mois après, évidemment, c'est peut-être pas le même peintre, en tout cas, c'est peut-être pas dans les mêmes conditions, c'est pas avec les mêmes tubes, on peut imaginer plein d'autres choses, plein de modifications du contexte qui fait que, toc, il y a une différence, l'échelle est la même, mais la facture est différente, les couleurs sont légèrement différentes. Et donc, c'est ça, moi, qui m'intéresse aussi. C'est de montrer, rien que dans ces 44 tableaux, si vous les comptez bien, ils ne sont que 43, parce qu'il y en a un qui est perdu. Mais sur les 44 initiaux, il y en a, donc il y a des légères modifications. À l'intérieur de la série elle-même, on voit l'opération de la commande, puisqu'il y en a 4, puis 20, puis 20. Le projet, c'était, à travers tout le centre d'art, de disposer à intervalles réguliers un de ces portraits, donc pas du tout serré comme vous les voyez là, en ligne, et de permettre, de proposer aux spectateurs de les emprunter, pour les amener chez eux, pour les emprunter pendant une période donnée, comme une artothèque, c'est le fonctionnement d'une artothèque. Et donc, ça, et en bas des cimaises, il y avait des petits tas de peintures du même format, mais peint en blanc, monochrome. Dès que quelqu'un l'empruntait, on remplaçait par un monochrome blanc. Ce qui fait qu'à la fin de l'exposition, c'était une grande ligne de peinture blanche et un registre qui identifiait tous les emprunteurs, etc. Dès qu'il y en a un qui revenait, hop, il était emprunté par quelqu'un d'autre, donc on n'en voyait plus sur les murs. Et donc, c'est cette première collection qui est le noyau d'une expérience. Et quelle est cette expérience? C'est le fait que tout ce qui va arriver à cette collection va devenir peinture, et ces peintures font partie de la collection. Alors je dis tout, évidemment, c'est pas tout, pas à chaque instant, mais des moments marquants, disons. Par exemple, ces emprunts, j'ai eu l'adresse de tous les emprunteurs. Donc, je me suis rendu devant chaque adresse et j'ai photographié la façade de la personne qui avait emprunté. Et toutes ces façades ont été peintes. Alors je voulais les montrer tout à l'heure, mais c'est un peu difficile. Toutes les façades ont été peintes. Et donc, toute cette série de façades peintes fait partie de la collection. Elle n'est pas exposée ici, parce qu'ici, c'est tout ce que vous avez pu voir en passant, c'est un extrait de cette collection. Et cette collection est en évolution permanente. Alors, en réalité, moi, je fais de la production entre des expositions, pour continuer l'expérience, que ça m'intéresse. Et puis, souvent, quand il y a une exposition, eh ben, il y a tout d'un coup une occasion de faire de la production et d'accélérer l'expérience. Moi, c'est la première fois que je les vois comme ça. Elles ont été exposées. En fait, il y a un FRAC qui les a achetées, qui donc les a exposées une fois d'une autre manière. Et puis la première fois, c'était encore d'une autre manière. Donc il y a évidemment à chaque manifestation un accrochage et une relation différente. Par exemple, là, on ne peut pas aller plus de 2,50 m, donc on a une certaine proximité. Et encore là, vous êtes tous rangés parce que je parle, mais sinon on les voit d'assez proches. Et donc c'est une relation à cette série très différente que les autres expositions. Comme je vous disais tout à l'heure, là, les rajeunissements, je m'arrête là. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, ça n'a plus vraiment même de sens morphologique.
Donc là, et puis je vous dis, à partir de ce moment-là, le projet Missing devient, enfin il y a une autre branche plus actuelle qui s'appelle Missing Collection, qui travaille la collection, plus que le vieillissement ou le rajeunissement, parce que la technologie est arrivée à un point où mon petit artisanat avec le protocole de la gendarmerie nationale est complètement dépassé. Enfin, c'est devenu désuet, quoi. Ça m'a permis à un moment de faire ces images étonnantes à l'époque, et maintenant, voilà, technologiquement, c'est plus pertinent de prolonger cette expérience. Même si je pourrais, comme par exemple faire travailler des morphopsychologues, je pourrais faire travailler d'autres personnes qui analyseraient ou qui se saisiraient de ces images différemment. Donc comme c'est une collection, on peut voir la suite. En fait, il y a eu une exposition dans ce FRAC. Ils ont voulu m'emprunter l'étoile que vous venez de voir. Donc moi, j'ai commandé à un spécialiste de la caisse artistique. J'ai dit, voilà, j'ai tant de tableaux à faire parvenir à un FRAC. Merci de me faire une proposition d'une caisse solide, etc. Donc c'est ce qu'ils ont fait, avec des cartons précisément à la mesure, etc. Cette pièce est arrivée chez moi, dans mon atelier, je l'ai photographiée, comme vous pouvez le comprendre, et ces photographies sont devenues des peintures. Ce que vous ne voyez pas là, c'est que j'ai payé, si vous voulez, cette commande-là, et qu'ensuite, il y a 2 caisses. Et que la deuxième caisse, j'avais beaucoup moins d'argent. Mais j'ai quand même dit, je vais quand même la faire. Donc, tous les formats, c'est des images similaires, mais plus petites. Donc, il y a 2 séries, 2 caisses, mais 2 formats très différents. Parce que, encore une fois, cette vie de la collection montre aussi qu'elle est fondée sur des commandes. Et que ces commandes, bah, c'est de l'argent, c'est des possibilités, etc. Donc là, vous voyez une face de la caisse, profil, face, autre profil, le couvercle, 2 détails qui sont ceux-là. Vous voyez ça, là, c'est ça. Donc voilà un autre exemple d'archive de la collection qui devient objet de la collection. Voilà, c'est ça le projet en quelques mots, c'est que toute archive de la collection devient objet de la collection. Donc, moi, j'avais ces tableaux bien enveloppés, mais ces tableaux, en fait, on les montre, donc on déscotche, on enlève le papier bulle, on le montre, on le remporte à des amis, à des critiques, à des commissaires, on l'enveloppe, on le re-enveloppe, on déchire. Et ces multiples opérations sont visibles, parce que je remets un scotch, je remets un autre scotch, etc. Au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'image, de l'ordre même du pictural, qui rappelle des choses, qui rappelle de la peinture abstraite des années 50, qui rappelle la nature morte, qui rappelle, aujourd'hui on dirait photoréalisme, mais en fait le réalisme des peintures hollandaises, par exemple. Donc, je les ai toutes photographiées à la même distance, sur la même table, sur le même fond, avec des lumières équivalentes. Et j'ai voilà, envoyé ça en plusieurs commandes, encore une fois, et vous voyez que ça peut passer d'une couleur à l'autre. Je pense qu'ici, au bout de 10, on voit qu'il y a un décrochement là. Vous voyez ici, c'est un peu jaune, ça devient bleu. Et donc, il y a une série de 10 encore, et puis encore une série de 10. Donc, voilà, là aussi, il y a plusieurs commandes, parce que je ne peux pas tout payer d'un coup. Et plutôt que d'économiser pour faire tout d'un coup, pour gommer cette pratique de la commande, au contraire, je l'expose, je montre. Et donc, effectivement, ça fait un ensemble où aucun n'est pareil et où il y a différentes techniques pour rendre le plastique bulle, le scotch, qui en fait, on pourrait imaginer que c'est quand même assez difficile à rendre. Donc, il y a un petit côté impressionniste. Et assez belle maîtrise. Les personnes à qui vous commandez comme ça les tableaux en série, oui. Vous leur avez montré l'exposition, enfin, ou des expositions, justement, tous les tableaux côte à côte, comme ça, alors, de leur production, non? Alors, ils n'ont jamais vu Alors, c'est sur des années.
Ah ouais. Donc c'est depuis 2009. Ah oui, donc d'accord. Donc en fait, même si, alors j'ai fait appel plutôt à plusieurs entreprises différentes. Donc c'est pas les mêmes peintres. Et je pense que même sur autant d'années, c'est pas les mêmes peintres pas les dans mêmes les dans la même entreprises. société. Mais ceci dit, pour vous répondre, c'est qu'il y a des images d'exposition. Les images d'exposition sont peintes aussi. Donc là, ils voient bien la mise en scène. Mais peut-être que ce n'est pas les peintures qu'ils ont fait eux-mêmes. Mais je crois que ça leur est assez indifférent pour tous les deux. Oui. Excepté une fois où j'ai toutes ces peintures, là, les portraits, avant d'être dans la caisse, étaient dans un carton qui, miraculeusement, correspondait un carton récupéré, un carton qui avait servi à je ne sais pas quoi. Tout rentrait impeccable. Donc pendant un moment, c'était stocké dedans. Et puis donc j'ai fait comme avec ça, j'ai pris ce carton sous les 6 faces, et puis j'ai commandé. Et là, l'entreprise, ma première entreprise, a dit non. Nos peintres refusent de faire ce travail. Et puis c'était sans appel et c'est assez laconique, il n'y a pas de psychologie, c'était comme ça. Et puis donc j'ai fait appel, c'est là où j'ai fait appel à une deuxième entreprise et puis après à une troisième. Parce que là j'avais atteint une sorte de limite, ça répond un peu à votre question, j'avais atteint une limite de ce qu'ils peuvent recevoir de ce projet. Il faut comprendre comment ils travaillent. Ils travaillent sur des gens qui veulent, pour des commandes particulières, de gens qui veulent avoir le photographie d'eux, de leurs amis ou de leurs chiens. On voit que c'est ça qui peigne. Mais aussi tout un commerce d'imitation de Van Gogh, de reproduction de Van Gogh et d'une grande production de peintures qui finissent dans des échoppes comme à Montmartre ou qui finissent dans des magasins qui sont vendus. Donc en fait ils sont, c'est pour ça que je parle d'indifférence, c'est que ça fait partie finalement de leur contrat. Ils sont là pour faire une peinture et absolument pas pour rejoindre la figure romantique dont je parlais tout à l'heure, du visionnaire, de l'original, du génial, qui a sa patte comme Van Gogh, inimitable. Pourquoi? Parce que original, etc. etc. C'est ça que tu soulèves, c'est qu'en fait finalement moi, comme du temps de Rubens, comme Jeff Koons, j'ai un ensemble d'assistants qui travaillent avec moi et pour moi, sauf qu'au lieu d'être à 2 rues, ils sont à l'autre bout du monde. Et pourquoi c'est possible aujourd'hui? Par l'environnement numérique dont il est question dans cette exposition. Cet environnement numérique permet une immédiateté et un commerce et un assistanat de cette peinture en temps réel. Il n'y a que les Chinois qui font ça. Il n'y a que les Chinois qui font ça. Alors j'ai imaginé faire appel à des Français quand il m'est arrivé de croiser des gens qui, je le pensais, pouvaient le faire. Et en fait, c'est justement, ça rentre dans cette acception, c'est contre notre acception à tous de l'artiste qui défend son originalité. Donc ça rencontre cette impossibilité en fait, tout simplement. C'est considéré comme du vol en fait. Donc avec cette dernière série, on voit quelque chose, c'est qu'on voit une exposition. On ne voit pas seulement des œuvres avec lesquelles on a un rapport plus ou moins personnel, plus ou moins intense, etc. On voit une exposition. Alors pourquoi est-ce qu'on voit une exposition? D'abord pour deux façons de comprendre cette phrase. C'est que là, vous voyez des gens qui exposent des œuvres que vous voyez là-bas, tendues sur châssis et exposées au mur, alors que là, ce sont des œuvres qui viennent d'être reçues en rouleau depuis la Chine et qui sont présentées devant l'objectif par un jeune homme et une jeune fille qui sont mes enfants et qui font partie du projet. Pourquoi elles font partie du projet? Parce que c'est lui qui avait 2 ans et demi et dont la physionomie a permis le rajeunissement à l'âge de 2 ans et à 2 ans et demi. Donc à ce titre-là, il fait déjà partie du projet et elle, différemment, mais je ne vais pas tout vous expliquer, ce serait trop long. Mais en tout cas, ils sont impliqués et donc c'est à ce titre-là qu'ils présentent ces images-là.
c'était en été, en vacances, donc je n'ai pas joué autre chose que le réel, hein, c'est-à-dire qu'ils ont présenté là où on passait du temps, c'est-à-dire autour de la piscine. Donc il y a une trivialité et quelque chose de détaché de ce qu'on attend d'une manipulation de toile, c'est-à-dire soit muséale, soit dans l'atelier. Là, l'atelier étant mondialisé, peut très bien continuer au bord de la piscine. Et puis là, on voit l'exposition parce que je suis venu, bon c'était en 2019, c'était avant les 2 années de Covid, donc on était en train de préparer l'exposition. Je suis venu au musée avec des peintures, certaines peintures, toutes les peintures que vous voyez ici en fait, scotch, caisse, le couvercle, etc. Ça doit être des scotch retournés là-bas. Et donc, je les ai manipulés dans l'espace. Et je pouvais, parce qu'il y avait un traitement du bois de la charpente, hein, ce qui fait qu'il n'y avait pas de visiteurs, il n'y avait pas d'exposition. Donc, je pouvais venir prendre des mesures, etc. Donc, j'en ai profité pour documenter ces manipulations. Et cette documentation, cette archive, est devenue peinture, comme vous le voyez là. Donc, on voit une exposition parce qu'on voit aussi le travail préparatoire de l'exposition, qui finit en tableau comme ça, de genre, un peu de nature morte, avec une facture d'ailleurs. Vous voyez aussi qu'il y a différentes façons de peindre. Là, il y a une forme d'aisance qui fait plaisir, alors que les caisses ont l'impression d'être un petit peu coloriées, un petit peu sagement, comme ça. Donc il y a différentes choses. À la suite de ça, et pour finir, il y a une nouvelle commande qui est en train de se faire. C'est-à-dire que là, une entreprise chinoise emploie ses peintres pour peindre des vues du vernissage et des vues de l'accrochage. Donc tout ce qui a précédé le vernissage, la semaine qui a précédé le vernissage et le vernissage, on fait l'objet d'une documentation, et un extrait de cette documentation est en train d'être peinte, et quand elle sera peinte, elle sera envoyée en France, et quand elle sera réceptionnée, elle sera tendue sur châssis, et une fois tendue sur châssis, eh bien, vous aurez remarqué qu'il y a des parties laissées en réserve sur chacune des 6 mètres, pas celle-là, mais les 3 autres. Elles attendent ces peintures qui viendront comme ça, pas clore, mais en tout cas témoigner de ce travail en cours, toujours en cours. Voilà. Le protocole, là, dans le contrat habituel, c'est qu'on paye la moitié, il travaille, il montre le résultat. Si ça correspond à mes attentes, aux attentes du client, on valide, on paye la deuxième moitié et ils envoient immédiatement le travail fait. Le délai en général, c'est combien entre la commande et la réception? Ça dépend du nombre de peintures. C'est toujours vous qui prenez les photos? Oui, mais ça ne serait pas obligatoire. Mais il se trouve que c'est moi qui prends les photos. Mais par exemple, je n'ai pas de bonne photographie de l'exposition au FRAC. Et donc, j'ai toujours dans l'idée d'aller les voir pour leur demander des documents et puis de faire peindre. Ça n'est pas du tout... ce n'est pas du tout exclusif, ça ne fait pas partie du protocole. Il pourrait très bien y avoir des images prises par des visiteurs que je pourrais les solliciter, les demander et les faire peindre. C'est pas du tout, il n'y a pas du tout de notion d'auteur là, par exemple. Techniquement, Edouard, tu as une formation de photographe, de peintre, de rien de tout ça? Quoi d'autre? J'ai été en école d'art, donc j'ai un peu fait de tout. C'est tout faire. Et non, je ne crois pas d'avoir une spécialité. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, une première année. En même temps, je faisais de l'histoire de l'art à la fac. Et ensuite, je suis venu à Paris aux Arts Déco, à l'ENSA, l'école des arts décoratifs de Paris. Et là, ma spécialisation, c'est scénographie. Donc, vous voyez que ce n'est pas ce qu'on voit là, sinon ma conscience que vous voyez une exposition, par contre. Donc ça, c'est ma spécialisation, ma spécialité, mais ça me sert surtout à l'enseigner à des étudiants. Mais sinon,
moi, j'ai pris cette voie parce que je voulais faire des performances, faire des installations, etc. Donc je n'ai pas de médium particulier, et ça, j'en avais conscience très vite. Et voilà. Et évidemment, en faisant de la photo, on travaille la photographie, en faisant tel ou tel, en pratiquant tel ou tel médium. C'est ce qui permet en fait une attraction. C'est cette conversion dans la peinture qui fait que, sinon ça serait donc une collection de photographies qui parlerait de photographie, et ça serait, disons, très clos sur soi-même, et très peu, finalement, même attractif. Ce qui m'intéresse, c'est la conversion. Donc il y a des surprises, il y a un attachement au fait que ce qu'on voit là, c'est des documents, mais en fait, c'est peint. Donc ce rapport-là m'intéresse pour voir comment ça se déploie. Si c'était de la photographie, j'aurais déjà toutes les réponses, en fait. J'ai les réponses théoriques, j'ai les réponses... Pardon ? Est-ce que tu t'en prends pas à la peinture comme tu t'en prends à la figure de l'artiste ou de l'auteur? Oui, je suis très méchant. Non, mais ce que j'entends par là, c'est que la peinture, elle investit du norin, que tu déconstruis, Oui. peut-être plus que la photographie, parce qu'elle a des siècles d'hégémonie incontestée, parce qu'on lui attache l'originalité de la main, parce que plein de Alors, choses. c'est pas tant s'attaquer à l'hégémonie, surtout qu'en France, la peinture a été à rude épreuve à partir des années post-Duchamp, on va dire déjà. Donc, c'est pas tirer sur une ambulance, ça n'a aucun sens. Mais par contre, effectivement, ce que tu dis dans ta deuxième partie de phrase, c'est-à-dire, effectivement, l'aura est toujours très puissante. Parce que la peinture, quand on dit la peinture, c'est les gens qui peignent, les peintres qui peignent aujourd'hui, jusqu'à Giotto. Ça porte très très bien cette figure de l'artiste. Très souvent, quand je sais pas, des gens, même des écrivains, des philosophes, des politiciens parlent de l'art, tout de suite c'est peinture-sculpture. C'est allumer une radio, c'est immédiat. En fait, ils ne parlent jamais d'autres médiums, d'autres pratiques. Donc c'est très ancré, et encore une fois, dans cette figure de l'artiste. Moi, c'est ça qui parle de déconstruction ou de mise en crise. C'est pas pour le détruire, c'est pour le déplacer, y réfléchir et le prendre comme quelque chose qui n'est pas un donné. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Oui, non, mais moi j'aime la peinture. Mais en tant qu'artiste, je me serais jamais vu me dire je vais faire de la peinture. Tu en fais par Ah, mais j'en fais assistant interposé. j'en fais dans cette relation critique. Voilà. T'en conçois. J'en conçois, Tu la conçois. j'en commande, je le déballe, je l'aime, je la conserve. Il y a quelque chose qui vous l'avez compris, s'écarte de mon travail, hein, c'est la notion de goût. C'est-à-dire que je collabore avec des gens et je ne juge pas ce qu'ils font. Je ne leur dis pas, ah non, là, excuse-moi, mais il va falloir le refaire. Quand t'as la photo de contrôle, Oui, les non, mais Chinois. c'est pas une histoire de goût. C'est que s'il me fausse une perspective complètement, que ça dénature, parce qu'ils ont mis un débutant pour se faire la main, je suis pas d'accord. Et c'est uniquement pour ça. Sinon, les histoires de goût, des fois c'est très décevant, et des fois c'est très plaisant. Les bulles aussi. Les bulles. Comment tu choisis tes cadrages alors? Je me suis posé la question pour la série que tu produis là pour les Sables d'Olonne et sur la prochaine Ouais. le vernissage. Pourquoi celle-ci plutôt que d'autres? Parce qu'en effet, d'un point de vue esthétique, c'est pas forcément extraordinaire. Pardon. Ouais, c'est ce qui me semble condensé. Alors oui, non, mais là il y a quelque chose de l'ordre de l'indéfinissable, hein, Ouais. tu vois, c'est-à-dire oui, ça va être en négatif, ça parce que ça non, ça parce que ça non, donc celle-là oui, celle-là est étrange, celle-là C'est pas un pur hasard quand même. ah non, c'est pas un pur hasard, absolument pas. Non, ça peut être justement par leur grande vacuité ou par, Oui, tu vois. C'est pas les critères de goût habituels. Non, voilà. Non, c'est des goûts personnels. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est de déplacer, c'est de mettre de la lumière sur quelque chose, c'est de le critiquer, mais c'est pas ni d'abolir l'ancien monde dans une visée avant-gardiste. C'est pas ça du tout. C'est pétri de contradictions en fait. Interroge. Oui, voilà. Moi,
j'avais une question pour Camille, puisqu'on a la chance de l'avoir avec nous là. Pourquoi Édouard dans cette exposition et pourquoi cette série-là? Enfin, comment vous avez choisi de présenter ça? Géographiquement, ça peut pas être ailleurs qu'ici. Par rapport au premier étage, on est d'accord, compte tenu de la place et du développement dont il a besoin, le voisinage était super compliqué à envisager. Donc, et ici, pour le choix du lieu, ça tu t'en parlerais mieux, mais le rythme des poutres par rapport, enfin, il y avait quelque chose qui scandait un peu la série et qui t'a tout de suite plu quand tu as vu l'endroit. Après, par rapport au propos de l'exposition, qui s'appelle donc Peinture obsolescence déprogrammée, il le dit bien, peut-être en bas dans la thématisation, on a fait des sections où quelquefois c'est l'iconographie, le sujet, donc identité, paysage, éventuellement le procédé. Et là, c'était un contrepoint nécessaire parce que c'était pas tellement constitutivement le sujet, mais c'était l'environnement, il l'a bien dit tout à l'heure, qui lui permet de faire de la peinture quand c'est pas sa pratique dans des conditions coupées de l'environnement numérique. Et donc finalement, il éclairait la possibilité que ces technologies, nos échanges, notre mondialisation offrent à un artiste de convertir sa pratique, de repenser sa pratique. Et donc pour moi, c'était vraiment un aspect très très complémentaire et nécessaire pour ouvrir le champ au-delà de la question de savoir comment l'iconographie, politiquement, ce qui sont des questions intéressantes. Mais là, il y avait vraiment, je trouve, un point qui n'était pas pris en charge en bas. Voilà, donc c'est comme ça que c'est venu. Et cette série-là, parce que comme vous l'avez vu dans la présentation plus complète, ou en tout cas plus large en bas, bah, la peinture dans les séries n'intervient pas tout le temps, à part Épidémie, mais Épidémie c'était plus petit. C'était tout à fait contemporain par rapport au chantier, c'est un chantier sur lequel tu travailles beaucoup, et puis on est dans un musée, la question de la collection, ça faisait du sens. Et puis il le dit bien, tous les héritages, les filiations, des références de peinture auxquelles on pense, je sais pas, Hartung, enfin tout ce qu'on veut là, des bulles par exemple, ou de toute la tradition de la nature morte, elle s'est imposée assez naturellement cette série. Voilà, puis c'était l'objet d'une discussion, hein. Il n'était pas forcé, d'un échange avec Gaël, voilà. Moi, je peux souligner en fait cette relation au musée, c'est-à-dire que puisqu'on pouvait proposer d'exposer non pas des pièces, des œuvres, mais une collection, c'est ça qui rentrait en résonance avec le fond d'un musée qui est une collection. Et en plus, le fait d'être ici, c'est dans un contexte donc très historique, habité, comment dire, avec des qualités plastiques, d'odeur, de couleurs, etc., qui sont à l'opposé du White Cube, expression consacrée pour parler de cet espace neutralisé du musée, qui sont les espaces d'exposition en bas. Donc, tu me contrediras si je dis des bêtises, mais je crois que c'est aussi un facteur qui t'a beaucoup plu parce que tu as eu plein d'exposants des centres d'art, mais la dimension musée des beaux-arts, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de précédents dans la présentation de ton travail, et tu étais super content de cette possibilité-là. Absolument, c'est-à-dire que c'est un peu comme la réserve, quoi. C'est la collection, mais aussi avec son rapport avec le back-office, avec la réserve, là où on stocke, là où on conditionne, là où on prépare des choses, etc. Donc ça me permettait d'avoir un accès, mais comment dire, je trouve pas le mot, mais à la fois plastique, concret, immédiat, avec cette dimension de l'œuvre peinte. Voilà. Et la collection donc.